L'agriculture urbaine ou périurbaine, c'est une activité qui consiste à produire en ville ou à sa périphérie une partie de nos aliments, qui peuvent être des fruits, des légumes, des fines herbes, des arbres fruitiers ou même encore des petits élevages de lapins ou de volailles. L'agriculture urbaine, c'est une des solutions proposées par l'ONU pour faire face aux défis de sécurité alimentaire et d'urbanisation du XXIe siècle. Selon la FAO, elle serait déjà pratiquée par plus de 700 millions de citadins dans le monde. À l'heure où les villes ne cessent de croître, l'agriculture urbaine est plus que jamais d'actualité. Il faut donc penser à présent au rôle qu'elle pourrait jouer dans et autour de la ville, mais également répondre aux enjeux agronomiques qui lui sont propres. Mes recherches m'ont amené à me tourner vers le Canada, véritable laboratoire urbain où les projets de cueillette chez l'exploitant, fermes verticales, potagers sur les toits et autres expériences de jardin collectif ne cessent de se multiplier. Je m'appelle Marie-Hélène Jacques et je suis responsable des opérations chez les urbainculteurs. Ce que ça veut dire, responsable des opérations dans un organisme qui fait de l'agriculture urbaine, c'est que c'est moi, au fond, qui gère l'ensemble des potagers. On a environ une douzaine de projets, puis je m'assure de la fertilisation, du choix des cultures, que les récoltes sont faites, que tout se déroule à merveille dans tous nos projets. L'agriculture urbaine, des gens pensent que c'est une nouvelle tendance, mais en fait, c'est absolument faux. L'agriculture urbaine existe depuis aussi longtemps que les villes. En fait, qu'est-ce qui a permis l'émergence des villes? C'est l'agriculture. Donc, si on voit des gravures moyenâgeuses ou si on observe les sites archéologiques des premières cités précolombiennes, ce genre de civilisation-là, on va observer autour des villes des champs, en fait. Si les gens ont pu se regrouper à un endroit, c'est parce que c'est un endroit particulièrement fertile. Fait que depuis toujours, l'agriculture dans la ville ou vraiment à la périphérie de la ville a toujours existé. Puis si ça a été évacué, finalement, cette agriculture-là, c'est surtout dans les 60, il y a 60 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une période de la Révolution verte où finalement on croyait que les produits chimiques allaient sauver l'agriculture, puis on allait pouvoir produire en grande quantité, puis nourrir l'humanité entière, puis il n'y aurait plus jamais de famine. Donc cette agriculture-là, c'était une agriculture polluante qui a été évacuée des villes. Puis ça a éloigné l'agriculture des lieux où les gens résident. Puis aussi à cette époque-là, le pétrole coûtait pas cher. Puis en plus, il y avait une mode en design qui s'appelait le fonctionnalisme, qui était de regrouper les fonctions de ce que les gens faisaient. Donc, les gens habitaient à un endroit, les gens travaillaient à un endroit, les légumes étaient produits à un autre endroit. Donc, c'est tout un... Tu sais, il n'y a jamais une explication simple à tous les mouvements culturels humains. Mais à cette époque-là, c'était un peu ça le portrait. Puis là, on réalise actuellement avec la montée du prix des aliments, entre autres dû à l'augmentation du coût du pétrole, avec les gens qui se soucient de plus en plus de la qualité et de la provenance de leurs aliments, que l'agriculture urbaine fait un retour en force. Mais c'est pas une nouvelle chose, c'est un retour d'une chose qui a toujours existé finalement. J'en découvre tous les jours. On parle beaucoup de la notion de développement durable. L'agriculture urbaine a des bénéfices dans ces trois sphères, à savoir l'environnement, l'économie et le volet social. Au niveau environnemental, d'abord, c'est de produire des aliments de façon locale. Ici au Québec, la distance moyenne que parcourent nos aliments est de 2500 km entre le lieu de production et le lieu de consommation. Donc il y a tout un impact environnemental important qui va être autant le transport que l'emballage, que la réfrigération. Donc quand on fait pousser des tomates ou des laitues sur son balcon, on va vraiment réduire tout ça à zéro. Au niveau environnemental, on va aussi contribuer à la lutte aux îlots de chaleur urbains. Des toits comme celui sur lequel on est présentement, c'est vraiment producteur d'îlots de chaleur. C'est une problématique qui inquiète de plus en plus les villes. Un autre bénéfice, c'est que des jardins urbains vont vraiment encourager la biodiversité, ils vont encourager, on le voit ici, il y a des bourdons, il y a des papillons, il y a des pucerons, il y a des sauterelles. Donc on favorise une vie animale, on favorise la recréation finalement d'écosystèmes avec tout un système, c'est ça, une chaîne alimentaire aussi. Et on favorise aussi une diversité d'espèces végétales, c'est-à-dire que les jardiniers urbains souvent vont privilégier des semences ou des variétés qui ne sont pas celles qu'on retrouve en production intensive. Et donc on favorise, en fait, on encourage des petits producteurs, des semenciers finalement à continuer leur métier et puis à sauvegarder des espèces. Quiconque jardine va retrouver un rôle de pouvoir sur son alimentation. On est très coupé de nos aliments et quand on fait pousser des légumes dans un jardin communautaire ou à la maison, ça va vraiment nous rapprocher de l'origine de nos aliments. Ça va aussi nous donner une solidarité avec les agriculteurs à proximité, les agriculteurs locaux, notamment ceux qui veulent produire, qui font l'engagement de produire de façon biologique, parce que quand on fait pousser un poivron sur son balcon de façon biologique, on comprend tout le travail qu'il y a derrière et on comprend
comprend mieux finalement pourquoi un poivron québécois finalement biologique va coûter plus cher qu'un poivron qui vient du Mexique. En combinant des choses qui vont être belles et comestibles, en faisant un aménagement avec par exemple des fines herbes ou des haricots grimpants pour mettre sur son balcon. Donc, il y a tout cet aspect d'intervention sur notre milieu de vie et d'embellissement qui est très important. Puis enfin, il y a des bénéfices économiques aussi. Quand on jardine, on va acheter des semences, acheter du terreau, donc encourager l'économie locale finalement, que ce soit pour des produits ou des services. Et ça, on va privilégier notre économie plutôt que finalement d'acheter de la laitue de Californie. Les urbainculteurs, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de faire la promotion de l'agriculture urbaine. Puis la méthode privilégiée pour en faire la promotion, c'est de la pratiquer réellement. Donc c'est en créant des potagers urbains, autant sur les toits qu'en pleine terre. Puis aussi, c'est sûr, on fait aussi de la formation, des conférences, mais ce qu'on préfère vraiment, c'est sortir du théorique, puis ce serait si beau si les villes étaient comme ci, puis si les villes étaient comme ça, puis de réellement transformer les villes par nos actions. Notre message, c'est aussi qu'il faut voir la ville autrement et imaginer qu'en ville, oui, il y a des espaces pour cultiver qui peuvent être en pleine terre ou en pot. Quand on a accès, nous, à des espaces en pleine terre et que la terre est de qualité et qu'il y a assez de soleil, qui est indispensable, on privilégie la culture en pleine terre parce que c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui demande le moins de produits, le moins d'arrosage, etc. Donc on a plusieurs projets comme ça en pleine terre, comme celui qu'on a à l'Assemblée nationale en façade où on a tout simplement arraché du gazon avec une détourbeuse et on a créé un potager comme un potager conventionnel finalement en pleine terre. La réalité est qu'en ville, oui, il existe des espaces en pleine terre, mais ils sont rares, donc on compose avec les espaces restants, les espaces disponibles, qui peuvent être des toits, qui peuvent être des balcons, qui peuvent être des murs, des stationnements, tous les espaces minéralisés. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'utiliser des espaces vacants, des espaces inutilisés ou parfois des espaces qui sont contaminés. Et en cultivant en pot, en cultivant hors sol, on va vraiment mettre à profit ces endroits-là, les verdir. Et les toits, par exemple, sont des endroits parfaits pour cultiver parce qu'ils sont très nombreux en ville, ils sont très ensoleillés, très chauds. Donc dans un endroit ici comme au Québec où la saison est courte, avoir la possibilité de cultiver comme ça en rallongeant finalement la saison de culture, c'est vraiment intéressant. À Québec même, on a une quinzaine de projets qui vont du sol jusqu'aux toitures en passant par les murs. Ici, on est sur le toit jardin de la Maison de l'Aubrevière. C'est un projet qu'on a démarré il y a 6 ans. La Maison de l'Aubrevière, c'est le plus grand centre d'accueil pour les démunis à Québec. Ils servent plusieurs centaines de repas chaque soir. Et chaque année, en fait, on cultive en moyenne une tonne de légumes qui servent aux cuisines juste ici en bas. Suite à ce projet-là, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment un projet qui finalement à relativement petite échelle a inspiré d'autres initiatives, autant à Québec qu'ailleurs. On a aussi plusieurs projets avec des hôtels et des restaurants. Certains, c'est des hôtels qui ont vraiment une vocation environnementale, qui vont faire différentes actions pour réduire leur impact environnemental et cultiver des légumes sur le toit. Ça va réduire la chaleur dans le bâtiment, puis ça va permettre de produire localement autant des légumes que du miel, puisqu'on a aussi des ruches à cet endroit-là. Dans certains restaurants aussi, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir vraiment des cultures spécifiques, des choses qui sont difficiles à trouver pour les restaurateurs, par exemple chez Poulet, où la carte a vraiment une approche boréale. Et là, on a des choses comme du poivre d'eau, comme des camerises, comme du gingembre sauvage. D'autres projets, c'est dans des entreprises, l'entreprise Cossette, par exemple, de communication, ou Raymond Chabot de Grant Thornton, qui fait de la comptabilité et de la finance. Et là, l'idée, c'était vraiment d'améliorer le cadre de travail de leurs employés, d'offrir à leurs employés la possibilité de prendre leur lunch sur une terrasse où il y a des légumes qui poussent, et puis d'aller se servir, de prendre quelques feuilles de basilic ou un zucchini. Au fond, en ce moment, les villes, elles fonctionnent de manière linéaire. Donc, les ressources viennent d'un endroit, sont utilisées en ville, puis les déchets sont envoyés ailleurs. Puis si on veut que l'agriculture urbaine soit une pratique durable, surtout une pratique qui régénère l'écosystème urbain, bien, il faut briser cette logique linéaire-là, puis créer une logique en cycle. Donc, il faudrait que les intrants, donc les composts, les terreaux, les semences, même les végétaux, soient produits en ville, que les légumes soient consommés sur place par les citadins,
puis que dans un troisième lieu, les déchets de cette production-là, autant les épluchures là, à la maison que les déchets des jardiniers, donc les plantes mortes, les racines, tout ça, soient compostés puis deviennent les intrants de ce système-là. Et pour moi, c'est le plus grand défi agronomique que l'agriculture urbaine a à relever là, pour vraiment en faire une pratique qui répond à ce que l'agriculture prétend être, finalement. L'agriculture urbaine, quand elle était pratiquée il y a plusieurs centaines d'années ou milliers d'années, était faite avec les ressources locales. En fait, il y avait aussi des animaux qui étaient encore dans les environnements proches des humains. Fait qu'il y avait les fumiers venaient d'à côté, le compost venait d'à côté, les débris de la forêt tout près. Puis en ce moment, moi, ce que je souhaite à l'agriculture urbaine, c'est de se redévelopper selon cette logique-là, d'utiliser les ressources locales. Puis je pense que c'est une chose qui est en réflexion, mais encore aujourd'hui, les terreaux viennent des tourbières qui sont très éloignées. Surtout en Europe, c'est une question encore plus délicate qu'ici au Québec, parce qu'au Québec, on a vraiment une abondance de tourbières plus près de nous, mais bon, c'est une autre histoire. Ensuite, les intrants viennent de loin, les engrais viennent de mines, parfois, pas nécessairement juste à côté de chez nous, ils peuvent venir de très loin. Puis il y a plein de ressources en ville qui gagneraient à ce que tout soit fait dans une logique de circuit court. Puis là, si nos aliments sont produits près de nous, mais que tout ce qui est servi à les produire vient de très loin, mais la logique est pervertie au fond. Fait qu'est-ce que je souhaite, c'est qu'il se crée une industrie puis une offre de produits qui permet à l'agriculture urbaine de vraiment atteindre les objectifs que les gens souhaitent atteindre en la pratiquant. Le meilleur endroit pour cultiver quoi que ce soit des légumes ou des plantes, c'est dans le sol. Mais en ville, non seulement le sol est occupé par des bâtiments, mais parfois, ou même plutôt souvent, le sol est asphalté ou le sol est contaminé. Ou quand on a enfin un sol qui est non asphalté, non contaminé, bien, parfois les bâtisses autour créent une ombre trop importante pour pouvoir cultiver des légumes. Donc, la solution qui s'impose, c'est de cultiver en contenant. Cultiver des légumes en contenant, ça pose plusieurs défis. Ça prend un volume assez important. Si des gens qui se mettent à l'agriculture urbaine à la maison, qui ont des petites jardinières, là, comme des petits bacs à fleurs, puis qui décident de planter des tomates à la place de leurs fleurs, risquent d'avoir de mauvaises surprises. En fait, mettre une plante qui est destinée à être grosse dans un petit contenant, c'est exactement la technique pour faire des bonsaïs. Donc, dans ces moments-là, on ne se retrouve pas avec une grosse récolte de tomates. Donc, en contenant, nous, on a choisi un contenant qui s'appelle le Smart Pot, mais chaque contenant a ses avantages et ses inconvénients. Nous, ce qu'on aime de ce pot-là, c'est qu'il y a un excellent développement racinaire. Mais il y a aussi des pots qui sont des pots à réserve d'eau, parce que c'est une autre contrainte de cultiver en ville. Quand on cultive en ville, on cultive souvent sur les toits ou aussi sur les balcons. C'est des endroits qui peuvent devenir extrêmement chauds. Donc, le terreau, plus le pot est petit, plus le pot va s'assécher rapidement. Donc, d'aller vers des plus gros volumes, déjà, ça aide, mais quand même, ça sèche vraiment vite. Donc, les bacs à réserve d'eau qui ont été développés, entre autres, beaucoup à Montréal, c'est des bacs avec un double fond, puis une mèche de terre qui va faire grimper l'eau dans le pot, puis finalement, le pot reste irrigué plus longtemps. C'est un autre type de contenant. On peut l'utiliser dans n'importe quel autre pot de plastique dans lequel on fait pousser les plantes d'intérieur et tout ça, mais c'est des pots qui sont peut-être un peu moins efficaces là, que soit les pots à réserver, soit les Smart Pots. C'est pas le seul défi de la culture en pot, il n'y a pas seulement l'eau, il y a aussi la fertilisation. Parce que finalement, une plante, quand elle est en plein sol, puis si la plante elle a un besoin, je sais pas, en micro-éléments quelconque, disons, elle a besoin de manganèse, puis elle n'a pas de manganèse disponible autour d'elle, bien, les racines vont pousser jusqu'à temps de trouver le manganèse. Mais si une racine est dans un pot, puis que dans le pot, ben, il n'y en a pas de manganèse, ben, ça ira pas bien. Donc, c'est sûr que quand on cultive en pot, il faut porter une attention particulière à la fertilisation parce que les racines ont rapidement fait le tour du pot, finalement. On peut le dire comme ça. Donc, développer ça, une fertilisation complète avec des intrants locaux, c'est pas nécessairement au point pour l'instant. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui... une chose sur laquelle on se questionne les urbainculteurs en ce moment. Il n'y a pas de méthode définie encore. La recette n'est pas toute prête, puis quelque chose qui peut fonctionner dans un type de pot avec un type de terreau peut ne pas fonctionner avec un autre. Donc, je pense que c'est comme un champ de recherche actuel là, chez les agriculteurs urbains. Donc les urbainculteurs, ils s'imposent une régie de culture biologique et de nos jours, il existe de nombreux types de fertilisants sur le marché, mais quasiment aucun n'ont été testés dans un contexte spécifique à l'agriculture urbaine. Donc c'est ce que je vais tenter de faire dans mon expérience en expérimentant sur des poivrons cultivés sur des toits et dans des pots. En fait, mon expérimentation, elle se base sur le Toit de l'Aubrivière, qui est un organisme communautaire qui accueille les personnes en difficulté. Et ils prêtent leur surface de toit aux urbainculteurs qui leur redonnent ensuite les récoltes pour les cuisines. Pour mon expérience, on a choisi une variété de poivrons, le poivron Big Early. On m'a souvent posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi des tomates, mais c'est parce que cette année à Québec, il y a beaucoup de problèmes de chancre bactérien.
et du coup ça aurait été trop risqué de perdre toutes les récoltes à cause de cette bactérie-là. C'est des poivrons rouges assez précoces. Et on va les cultiver dans des smart pots de 40 cm de diamètre qui sont conseillés pour la culture de poivrons. Le premier fertilisant, c'est un fumier de poule déshydraté, donc composé à 90% de matière sèche et du fumier de poule séché à l'état brut. Le second, c'est de la farine de crabe, donc c'est du crabe qui est cuit et réduit en poudre, et il contient des micro-organismes qui sont censés accélérer l'absorption des minéraux par la plante. Et enfin, l'engrais Mike, c'est un engrais composé de farine de sang de plumes et d'os, qui est très riche en azote. Tous les fertilisants utilisés proviennent de moins de 300 km de la ville de Québec. Il s'agit d'un plan d'expérimentation somme toute assez répandu, c'est le plan factoriel en bloc complet. Donc en fait c'est pour tester 2 facteurs ayant plusieurs niveaux. Donc mon premier facteur c'est le facteur fertilisant et le second c'est le facteur biostimulant. Donc petite parenthèse sur le biostimulant, ce sont des substances organiques ou minérales qui possèdent des propriétés intéressantes pour les plantes, pour stimuler leur défense naturelle ou pour améliorer leur croissance. Mais en fait, ils ne peuvent pas être classés comme des engrais parce que leurs compositions NP et K sont trop faibles pour ça. Okay. Donc voilà, donc, je vais tester en croisée les fertilisants et les biostimulants. Le facteur fertilisant à 3 niveaux, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le Mike, la farine de crabe et le fumier de poule. Et le facteur biostimulant à 4 niveaux en fait. Donc c'est un concentré d'algues. Un concentré de plantes que j'ai fait maison, c'est un mélange d'ortie et de consoude, qui sont des mauvaises herbes qu'on trouve au Québec. Des acides humiques qu'on trouve, qui sont la partie la plus importante de l'humus. Et enfin le quatrième niveau, c'est l'absence de biostimulants en fait. Alors ce que j'ai mesuré, c'est la croissance globale des plants sur la saison, donc la taille finalement la taille initiale. Le poids de poivrons récoltés par plant et le nombre de fruits récoltés par plant. En fait, dans une structure d'expérimentation type plan factoriel en bloc, il faut placer ces blocs perpendiculairement au facteur d'hétérogénéité majeur de l'expérience. Mais là, le facteur qu'on a remarqué le plus important, c'est le vent sur le toit d'expérimentation. Donc on a placé nos blocs perpendiculairement à la direction du vent qui souffle en direction du nord-est. Alors l'expérience s'est étalée sur 10 semaines. Du mois de juin au mois d'août. Et on a commencé à récolter les poivrons à partir de la 6e semaine. Et quelle que soit la variable qu'on considère, donc la croissance globale, le poids de poivron ou le nombre de fruits récoltés, c'est vraiment un des fertilisants, le fertilisant Mike, qui est le plus efficace. Quand on considère le poids de poivron et le nombre de poivrons, c'est des variables, c'est à peu près pareil, les ordres de grandeur. Mike produit 3 fois plus que le fumier de poule et 9 fois plus que la farine de crabe. Ce qui est important pour les urbainculteurs, c'est de s'y retrouver financièrement en ayant une bonne productivité. Donc j'ai comparé un rapport production sur prix en fait, en gros. Et donc en fait la farine de crabe a un rapport absolument naze parce qu'il coûte extrêmement cher et qui produit pas du tout, donc on n'y pense même plus. En revanche, le fumier de poule déshydraté est vraiment très très peu cher, 1 $ le kilo environ. Et donc il a un rapport productivité sur coût supérieur à celui du Mike, mais les urbainculteurs, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est prêt à perdre 3 fois de productivité pour payer moins cher? Et ça n'est pas le cas, ils préfèrent payer un petit peu plus pour avoir une meilleure productivité au final. Grâce à cette expérience, les urbainculteurs ont commencé à amorcer leur pérennisation de leur système de culture, mais il faut que ça se poursuive dans les années suivantes, il faut faire plus d'expérimentation, quitte à recommencer la mienne dans les années suivantes pour voir si les résultats se confirment, et aussi en mener d'autres. À titre d'exemple, cette année, il y a un autre stagiaire qui a fait une expérience sur les substrats, en essayant d'apporter du compost de matière organique issue localement, et du marc de café des cafés du coin, donc pour essayer de créer une économie circulaire avec tout ça. Mais il y a plein d'autres éléments qu'il faudrait analyser scientifiquement. Et l'objectif, c'est de fournir une alimentation durable. Ça va évidemment pas remplacer la production des champs parce qu'on n'a pas assez de surface et ça produit pas suffisamment. Mais c'est une alimentation complémentaire et qui permet aux gens de voir ce que c'est l'agriculture et de savoir d'où viennent leurs aliments.